17h. Les grands témoins de la Biennale Ecopos sont sur Ecopos TV. On a le grand plaisir d'accueillir Carlos Moreno. Carlos Moreno, professeur des universités et expert sur la ville de demain, la Smart City comme l'on dit. Expert aussi sur l'évolution, les transformations, les révolutions des territoires. La promesse d'Ecopos, c'est « Osons l'éloge du futur ». Votre éloge du futur de nos villes de demain. 80% des habitants en France habitent dans une ville. Votre éloge du futur à vous, c'est quoi ? Bonjour Jean-Michel, merci pour cet espace d'échange. Mon éloge du futur, c'est l'éloge de la transformation aujourd'hui, ici et maintenant, pour avoir un futur qui soit agréable pour nous et pour les nouvelles générations. Je dis ça parce que vous parlez des villes à l'instant, des pourcentages donc en France, 80%. Et en fait, faire changer une ville aujourd'hui en France, c'est faire changer la ville qui existe aujourd'hui. La part du neuf dans une ville en France aujourd'hui, elle est inférieure à 5% par an. Si on imagine la ville de demain ou la ville dans 10 ans, c'est surtout changer la ville qui existe aujourd'hui et les usages pour vivre autrement. Parce que notre mode de vie aujourd'hui, ce n'est pas un éloge pour le futur, c'est un éloge pour le passé qui nous met en difficulté pour les années à venir. Alors l'essentiel, ce sera effectivement de la transformation des villes. On reviendra d'ailleurs après sur le zéro artificialisation nette, qui est un sujet actuel en France. Donc du coup, est-ce qu'on arrivera à imaginer, à inventer des villes durables juste en y mettant un peu de forêt urbaine, un peu moins de mobilité qui diffuse des émissions de gaz à effet de serre, ou alors est-ce qu'on aura les moyens de transformation profonde, et quelles seront-elles? Alors Jean-Michel, je vous l'ai dit de manière assez catégorique, non. La question, ce n'est pas d'avoir ou pas des villes durables, ou de mettre plus ou moins de forêts urbaines, ou plus ou moins... Non, la question, c'est d'échanger nos vies, notre manière de vivre dans la ville. C'est notre manière de vivre qui n'est pas durable et qui fait que les villes ne soient pas durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que changer nos vies, c'est arrêter de prendre la voiture pour des distances qui ne les méritent pas. Vous savez que les enquêtes, notamment ADEME, tous les ans, 54% de déplacements en voiture d'une personne toute seule se font pour des distances inférieures à 6 km. C'est pas possible. On peut mettre toutes les forêts urbaines qu'on veut. Si on continue avec ce type de déplacement, c'est absolument insoutenable. Mais c'est pareil. Quand les gens doivent faire 1 heure, 1 heure et demie aller et autant de retour pour aller travailler, que ce soit un transport en commun dans des conditions des heures de pointe ou avec sa voiture personnelle, ce qui est encore pire, c'est pas insoutenable. Donc changer notre mode de vie, pour moi, c'est l'éloge de la proximité. Et c'est ça que je considère être l'éloge du futur. Alors justement, vous modélisez des réponses à cette aspiration, dont le principe de la ville en 15 minutes, que vous élaborez en partenariat, en coopération avec la ville de Paris. Alors, décrivez-nous ce process, ce principe, et où en est-on? Est-ce qu'il y a déjà des expérimentations qui commencent à se déployer? Bien sûr, la ville de Paris, Madame Hidalgo a été la première à avoir adopté cette proposition, mais aujourd'hui, c'est une proposition qui a été adoptée par de multiples villes et associations de villes dans le monde entier. Le principe, il est simple parce qu'il s'agit de construire une nouvelle manière de vivre à partir de l'existant finalement. Et notre modèle, il dit tout simplement,
pour vivre heureux, pour avoir des gens qui se plaisent à l'endroit où ils habitent, il faut qu'on raccourcisse les longues distances qui sont obligatoires. Il faut que les bâtiments qui ne servent qu'une seule chose et qui sont mal utilisés puissent servir à des multiples choses pour avoir plus d'offres avec moins de déplacements. Et il faut qu'il y ait plus d'activités économiques dans la ville, dans les quartiers, plus d'activités sociales, plus d'espaces publics qui soient utilisés pour les gens, pour s'épanouir, plus d'activités culturelles, plus d'activités pédagogiques, plus d'activités de services. Et on a dit, si on arrive à faire dans toute la ville des lieux dans lesquels chacun de nous, quel que soit l'endroit où nous sommes, on peut y arriver à un quart d'heure à pied ou en vélo, ben on va faire une ville qui sera dans le temps une ville apaisée. C'est pas compliqué, ça parle à tout le monde. Et les aménagements sont possibles, quoi. Là, on ne parle pas de transformation, non. On parle d'évolution. On parle de mieux utiliser ce qui existe. Tout à fait. On a énormément de bâtiments. Vous avez, Jean-Michel, un bâtiment aujourd'hui dans ces métropoles, il est à peine utilisé 40% de son temps utile. Le reste du temps, il est fermé parce qu'il ne sert qu'une chose. Donc, regardez la Défense, ces immeubles des bureaux. Aujourd'hui, il y a une désaffection après le Covid. Ils sont à moins de 20% des taux de remplissage. Parce que les gens ne veulent plus aller sur de longues distances pour passer une journée dans des bureaux quand ils sont appris à faire autrement après le Covid. Les centres commerciaux, vous voyez la crise du modèle économique des centres commerciaux. Les gens ne veulent plus aller en voiture à 30 km, remplir une voiture avec des courses et tenir 15 jours. C'est fini. Maintenant, on investit la ville avec des cités market, des choses de proximité. Et donc, c'est ça l'évolution de nos modes de vie qui n'est pas besoin d'investissement, mais de nouvelles manières d'agencer les services. Oui, donc c'est un état d'esprit, une nouvelle culture de l'urbanisme inventée. Alors, une autre question, vous parliez du Covid, et le Covid a engendré chez les gens une soif de campagne. Aller à la campagne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un marché de dupes parce qu'on ne pourra pas tous habiter à la campagne? Donc, est-ce que ça n'est pas l'occasion de faire venir encore plus la campagne dans la ville? Et si oui, comment? Oui, vous avez raison, comme dirait Alphonse Allais. Hein. Donc, si tous les gens qui sont à la ville vont à la campagne, on va avoir les villes à la campagne. Donc, voilà, Alphonse Allais avait décrit ça des manières humoristiques, et c'est la réalité. Mais en fait, ces mouvements, il n'est pas tant aussi prononcé qu'on le pense. Il y a la différence entre les désirs des campagnes et la réalité des partis vivre à la campagne. Est-ce que c'est en train de se produire? C'est plutôt une chose différente. C'est que, notamment, la tranche d'âge entre 20 et 40 ans souhaite aujourd'hui travailler autrement. Avant, on allait 5 jours dans les bureaux dans une tour. Aujourd'hui, les gens, ils préfèrent travailler, on va dire, 3 jours et avoir des week-ends de vendredi à lundi où ils font un peu du travail, mais c'est à distance. Et cette espèce de respiration, elle se fait dans les deux sens. Des gens de la ville qui vont dans des endroits un peu plus calmes, mais des gens qui sont dans des endroits plus calmes, qui viennent aussi dans la ville. Et je vous rejoins pleinement. Aujourd'hui, les villes ont besoin de respiration dans tous les sens du terme. Et la respiration, c'est également la nature en ville. Et les villes doivent évoluer dans ce sens-là. Mais vous savez, moi, plutôt que dire la nature en ville, j'utilise un autre terme, oui, qui est la ville naturelle. Oui. La ville naturelle. La nature en ville, ça veut dire qu'on va aller chercher de la nature pour la poser dans la ville et parfois on fait des aberrations. On ramène des espèces naturelles qui ne pourront pas fonctionner dans l'espace urbain qui obéit à certaines particularités. Vous savez que dans nos villes, on a des réseaux électriques, Internet, gaz, électricité. Et donc, planter un arbre et mettre des racines, ça trouve ses limites très vite parce que, voilà, physiquement, on ne peut pas. On le voit avec certaines choses qui sont faites dans beaucoup de villes. Donc, la ville naturelle, c'est retrouver les espaces de la ville qu'il faut faire devenir naturellement vert, naturellement arboré, naturellement avec de l'eau. Et donc, faire de telle sorte que dans la ville, on retrouve cette espèce de zonification verte, des parcs linéaires qui
offre un épanouissement sans forcément dire je vais faire X forêt urbaine, parce que voilà, on ne convertit pas une ville en forêt. Donc c'est plus une ville plus naturelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, une question dans la foulée sur une des nombreuses contradictions qu'on peut observer sur l'évolution des villes et de leur urbanisme, et c'est le sujet du foncier. Ici, sur la métropole européenne de Lille, les élus, le monde économique disent il n'y a plus de place pour construire et donc il n'y a plus de place pour installer et accueillir de nouvelles activités économiques. Il y a le zéro artificialisation nette qui va se mettre en place. Les élus n'en veulent pas trop. Comment fait-on pour inventer une nouvelle gestion du foncier durable? Bien sûr. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une très bonne question, Jean-Michel, et la réflexion aujourd'hui, elle est intense de la part de tous les acteurs de la ville. Nous sommes des chercheurs et en fait nous disons aujourd'hui, compte tenu de la part de l'existant, j'ai dit il y a uniquement moins de 5% du neuf dans une ville. Donc la seule issue possible aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la réhabilitation. On le voit avec les grands prix d'architecture, les prix Pritzker qui a été donné aux Français, la Caton-Bassal, pour être totalement dévoués à l'art de la réhabilitation. Et quand on réhabilite, on transforme les espaces pour les faire polyvalents. On les fait au naturel, avec de la lumière naturelle, avec de l'air naturel, et on intègre donc la nature dans ces contextes-là. Les zéro artificialisation du sol, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, notre température ne cesse d'augmenter. 2 rapports sont sortis dans les 3 jours qui viennent de passer, un signé par 14 400 scientifiques, l'autre par les Nations Unies, qui dit globalement notre trajectoire elle est de 2,9 degrés de température. Quand on avait dit que le maximum en 2030 était 1,5, et le deuxième il dit l'humanité est en danger d'extinction avant la fin de ce siècle si on continue à ce rythme-là. Donc on n'a pas le choix. Par contre, au centre de la ville, ce n'est pas une question de continuer à bâtir, c'est plutôt de transformer, de réhabiliter tout ce qui existe aujourd'hui pour le rendre polyvalent, les rendre plus naturels, les rendre plus agréables. Et je dirais que c'est absolument indispensable d'aller dans ce sens. On ne peut pas continuer à prendre des dizaines, centaines, milliers de mètres carrés pour faire de nouveaux lotissements quand on est au mois d'octobre et qu'on est à 30 degrés de température, ce qu'on n'avait jamais vu. Il faut être conscient que nous sommes aux portes de l'enfer, dans le sens quasiment physique du terme. Sauf qu'il y a une question de tempo, encore une ou deux questions. Un élu fonctionne au rythme de ses mandats. Ces transformations urbaines vont au-delà. Il y a du temps long, même s'il y a l'urgence du réchauffement climatique. Comment s'aligner là-dessus? C'est tout à fait exact. Et c'est une des difficultés, mais en même temps une des raisons d'être de la démocratie. Effectivement, on n'est pas en Chine où le dictateur des services peut dire pour les prochaines 50 années, voilà comment on va faire, et tout le monde s'aligne comme des petits pois. Donc, on doit faire vivre notre démocratie, et notamment notre démocratie locale. Je pense que c'est le rôle de la société civile, comme on l'appelle, d'être exigeante face à nos gouvernants, nos nouvelles gouvernances. Parce qu'il est vrai qu'entre guillemets, c'est facile de céder au populisme ou à la peur d'être impopulaire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qu'on doit prendre quand on dit qu'il faut diminuer la place de la voiture en ville, il faut augmenter la place des espaces publics, il faut réhabiliter plutôt que faire du neuf, il faut maintenir les caps sur les zéro artificialisation nette, il faut introduire de la végétalisation en ville et il faut intégrer des espaces apaisés. Ce n'est pas toujours très populaire quand on est habitué après la guerre, donc sur quasiment 80 ans, à être avec notre voiture, à aller plus vite et plus loin, ne pas respecter la nature, à polluer. Donc, je pense, Jean-Michel, que nos gouvernances locales s'honorent quand ils maintiennent les caps sur
ces mesures, trajectoire, qui même en étant impopulaires, sont indispensables. Par contre, on sait être reconnaissant de ce qui a été peut-être impopulaire, mais qui finalement montre que c'est la bonne voie. Et aujourd'hui, c'est le cas. Combien de maires qui ont pris ces mesures qui ne paraissaient pas très populaires il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, aujourd'hui sont plébiscités finalement. Parce qu'on a quand même, nous, citoyens, une évidence face à nous. Et nous avons des enfants. Et comme on dit, chacun a une Greta chez soi. Eh oui, et c'est bien. C'est nécessaire, indispensable. Ils nous challengent. Et c'est nos enfants qui nous font une nouvelle culture à nous. Cette génération qui s'accroche encore au passé. Eux, ils disent, ils n'ont pas de permis de conduire, ils n'ont pas de voiture, ils ne prennent pas de leçons de conduite. Et ils vivent déjà dans la suite, que ce soit Van Gogh ou pas. Et eux, ils sont branchés sur d'autres mobilisations, que ça nous plaise ou pas. Mais ils changent quand même leur portable tous les 9 mois. Hein. Ça, non, il y a des contradictions aussi. Mais les modèles économiques changent parce qu'ils l'achètent de moins en moins et ils les louent de plus en plus. L'usage. Une dernière question à propos de démocratie. Est-ce que vous avez une proposition à faire pour que l'habitant, le citoyen, soit réellement acteur de l'histoire de ces futurs lieux de vie? Comment peut-on, avec une communauté d'habitants au niveau d'une ville, d'une intercommunalité, écrire collectivement sa ville du futur? C'était une très bonne question, Jean-Michel, puisque aujourd'hui, on a absolument besoin d'impliquer les habitants. Je dirais, il y a des choses qui sont connues et qui fonctionnent bien, et sur lesquelles il faut garder également la trajectoire. Les budgets participatifs, par exemple, qui fonctionnent très bien et qui font que les habitants co-construisent. Il y a ce qu'on appelle les co-design des rues, c'est-à-dire quand on écoute les gens dans les quartiers, ça s'appelle embellir ma ville. Ça, c'est pratique à Paris. Ce sont donc des demandes des habitants pour dire j'ai 5 rues qui nous entourent, comment on peut les transformer pour que ça soit plus intéressant. Il y a également ce qu'on appelle les consultations citoyennes à l'heure de l'Internet, où au travers les plateformes électroniques, on peut quand même faire que les gens interviennent un peu plus. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la nuit des idées, la nuit des débats, les nuits blanches, qui donnent l'espace public aux gens pour discuter, pour réfléchir, pour chanter, et pour avoir de la culture. Ce sont des mécanismes nouveaux que les gens apprécient énormément. Vous vous rappelez de cette citation de Baudelaire que vous avez citée dans un colloque? Vous la dites? Et les cœurs de la forme d'une ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel. C'était en 1850 quand le baron Haussmann avait entamé les grands travaux de transformation de Paris et que Baudelaire voyait en un clin d'œil sa ville s'est transformée parce que la Bièvre était enfuie, les quartiers de la période romantique disparaissaient. Le Champs-Élysées, on ne se souvient pas parce qu'on voit une avenue avec un rond-point avec 2 avenues, mais à l'époque c'était un hippodrome qui était là. Ouais, c'était un lieu de pique-nique. Il y avait un monument, mais c'était un monument mauresque qui était là. L'hippodrome était en bois et donc il a eu un incendie, mais il n'y avait pas de voiture. Et c'est à partir de là qu'un Baudelaire donc était témoin dans Les Fleurs du Mal, les poèmes, les signes, et qu'il a dit effectivement la forme d'une ville change, hélas, plus vite que le cœur d'un mortel. Mais il avait dit hélas. Hélas. Merci beaucoup, Carlos Moreno. Merci pour ces éclairages. Un plaisir. Et ces inspirations sur Ecopost TV.